Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. C'est une drôle de campagne des législatives, mis à part quelques affrontements emblématiques. Le scrutin ne semble pas passionné. Il va pourtant redessiner le paysage politique français. Les premiers résultats des Français de l'étranger justement donnent une avance à la gauche. Alors va-t-on assister à une vague rose vif? Débat à suivre dans ce journal. Pour certains, c'est une nécessité. Pour d'autres, c'est une fausse bonne idée. Mais que vaut réellement le futur décret pour encadrer les loyers à la relocation? L'ancien Premier ministre François Fillon estime qu'il risque de freiner, voire d'arrêter l'investissement locatif, tandis que la ministre Cécile Duflot parle d'urgence pour répondre à la crise du logement qui pèse sur les ménages. Fin de cavale pour celui qu'on a surnommé le dépeceur canadien. Luca Rocco Magnotta a été arrêté en Allemagne sans opposer de résistance. Ce Canadien, âgé de 29 ans, est soupçonné d'avoir tué et dépecé un étudiant chinois à Montréal avant de poster une vidéo de son crime sur Internet. La police française s'efforçait depuis plusieurs jours de suivre sa trace à Paris. Sa traque s'est finalement achevée dans un cybercafé à Berlin. Plus d'éléments dans le tour de l'information du 22h. Voilà pour les titres. Merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est un rapport commandé par François Fillon et qui va tout droit atterrir sur le bureau de Jean-Marc Ayrault. L'inspection générale des finances chiffre à 5 milliards par an les économies à réaliser par l'État pour redresser les comptes. Ce rapport tombe au moment où le nouveau gouvernement lance la préparation du budget 2013. Mais le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, se veut rassurant. La France, dit-il, atteindra ses objectifs de retour à l'équilibre sans mesure d'austérité. Un véritable tour de force pour certains économistes. On voit tout cela avec Elisa Bertolomé. C'est une potion très amère que l'inspection des finances propose pour rétablir les comptes du pays. 5 milliards d'euros d'économies par an, une cure de choc précisée par les experts de Bercy. Non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, gel des évolutions de carrière, diminution des prestations sociales. Un seul credo donc, celui d'une baisse drastique des dépenses de l'État. Une position rejetée aujourd'hui par le gouvernement. Olli Rehn vient de dire que c'était jouable, réalisable pour nous d'atteindre les 3% de déficit en 2013 et en deçà, et l'équilibre en 2017. Je lui ai redit que non seulement c'était réalisable, mais que ce serait réalisé. Sans mesure d'austérité, oui, nous le ferons. Pas question donc d'austérité. À gauche, on privilégie une autre voie, l'augmentation des impôts. La première secrétaire du Parti socialiste, Martine Aubry, l'a affirmé. Il existe, selon elle, d'énormes marges de manœuvre en faisant rentrer des impôts supplémentaires. Une politique que la droite rejette. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Et le gouvernement, ou Martine Aubry en l'occurrence, affirme qu'il y en aurait si en réalité on augmentait, on créait des ressources fiscales supplémentaires. Sauf que, c'est ça le problème, c'est que si vous dites que vous allez créer des milliards d'impôts supplémentaires, vous tuez l'initiative, vous tuez l'entreprise. Fin juin, on connaîtra la conclusion de l'audit de la Cour des comptes demandé par le gouvernement. C'est sur cette base que Jean-Marc Ayrault devra trancher. Et puis, cette question aujourd'hui, quel sera l'avenir du site sidérurgique de Florange en Moselle? Le gouvernement se donne 2 mois. 2 mois pour étudier les perspectives industrielles des hauts fourneaux lorrains. Et d'ores et déjà, les syndicalistes ont exprimé leur satisfaction d'avoir pu aujourd'hui parler franchement, disent-ils, au président Hollande et au ministre Arnaud Montebourg. On voit tout cela avec Mounir Soussi. De la Lorraine à l'Elysée, les syndicalistes d'ArcelorMittal à la rencontre de François Hollande pour lui rappeler ses promesses de campagne et lui demander de s'engager dans le sauvetage de leur activité. Il est évident pour nous, par exemple à la CGT et les organisations syndicales, que nous savons ce qui se passe dans le groupe ArcelorMittal. Nous savons que Mittal actuellement, par sa politique, est en train de nous détruire à petit feu.
Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, annonce l'installation d'une mission d'expertise sur l'avenir du site de Florange. Car Mittal vient de décider que les hauts fourneaux ne repartiront pas au second semestre. Un coup dur pour les salariés d'une usine performante, mais pas assez aux yeux du propriétaire. Le géant indien privilégie ses sites les plus rentables dispersés aux quatre coins du monde. La chute du secteur du BTP et de l'automobile entraînée par la crise se répercute sur la filière. Mittal conditionne la réouverture des hauts fourneaux à la reprise du marché. En attendant, les salariés restent au chômage partiel et cherchent des solutions pour rebondir. Plusieurs scénarios sont à l'étude. L'arrivée d'un repreneur réglerait la situation, mais la piste la plus concrète est celle de la reconversion. Florange pourrait devenir le site pilote d'un programme baptisé Ulcos. Porté par un consortium européen emmené par Mittal, ce projet permettrait de développer des techniques de production plus respectueuses de l'environnement. Une participation de l'Union européenne est indispensable pour en boucler le financement. Bruxelles rendra sa décision en novembre. Et mis à part les syndicalistes de Florange, François Hollande a également reçu aujourd'hui à l'Elysée les chefs des partis politiques. Il s'agit en fait d'une série de consultations dans la perspective du prochain G20 à Los Cabos au Mexique les 18 et 19 juin. Ont été reçus notamment le secrétaire national du Parti communiste Pierre Laurent, le patron du MoDem François Bayrou ou encore Jean-François Copé pour l'UMP. Demain seront reçus entre autres la première secrétaire du PS Martine Aubry ainsi que le président du Sénat Jean-Pierre Bel et de l'Assemblée nationale Bernard Accoyer. A noter que Jean-Luc Mélenchon se rendra aussi demain à l'Elysée en éclaireur amical pour François Hollande, dit-il. Voilà, nos invités nous ont rejoints ce soir. Étienne Gernel est avec nous. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Le Point. Avec nous également notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Jean-Louis, commençons par ces consultations sur le G20. On parle beaucoup de ce futur G20, mais quelles sont les priorités de cette grande rencontre internationale? Alors, d'abord, on les connaît déjà. Le système des consultations, c'est très ancien. À chaque fois que le président de la République part pour le G20, il consulte tout le monde. Je n'ai jamais très bien compris à quoi cela servait et en quoi cela pouvait influencer les présidents de la République successifs. Pour ce qui est évidemment du G20, ce qui va avoir lieu à Mexico, c'est la situation économique, évidemment, est prépondérante, elle est absolument majeure. La situation économique s'est aggravée dans la quasi-totalité des pays membres du G20, sauf la Chine, qui connaît un certain petit ralentissement, c'est 7-8% de croissance au lieu des 9 habituels, c'est-à-dire donc, en gros, elle continue son rythme de croissance tranquille. Ça sera sans doute, de mon point de vue, le problème numéro 1, c'est-à-dire qu'est-ce que la Chine compte faire pour contribuer au redressement de la situation économique, notamment sur son taux de change. Et le deuxième sujet majeur, ce sera évidemment la situation européenne, et la situation européenne et la croissance européenne, où on voit visiblement que l'Europe n'arrive pas à trouver une solution au pétrin dans lequel elle s'est mise. Étienne Gernel, sur la forme de ces consultations à l'Elysée, est-ce qu'on cherche vraiment à dépasser les clivages partisans sur ces grandes questions internationales, ou est-ce que c'est un exercice obligé, républicain? Il y a un côté rituel, une sorte de liturgie, il faut faire ça, mais c'est bien après tout, oui. C'est bien de faire ça. Est-ce que c'est décisif? Je pense pas. Et de toute façon, la vraie difficulté, c'est que l'Europe n'arrive pas effectivement dans une position de force. Pourquoi? Parce que c'est l'Europe actuellement qui plombe l'économie mondiale. C'est nous qui sommes responsables de ça, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, parce qu'on n'arrive pas à sortir de cette crise nous-mêmes. Et évidemment, tout le monde a de bonnes raisons de s'inquiéter de ce qui se passe en Europe, et on ne va pas être là en donneur de leçons, ça c'est sûr. Continuons à parler de la forme avec les syndicalistes d'ArcelorMittal qui ont été reçus à l'Elysée. Alors les syndicalistes sont reçus au Palais. À leur sortie, ils se disent satisfaits. François Hollande ne s'est pas exprimé. Il a laissé Arnaud Montebourg parler, qui a annoncé donc une mission d'expertise. C'est une séquence très maîtrisée. Bah oui, il veut pas être en première ligne, c'est pas monsieur je sais rien, c'est pas Nicolas Sarkozy qui était partout, qui annonçait tout, etc. D'un autre côté, il faut bien voir que c'est que si à la fin ça se termine pas bien cette affaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emploi créé, que le site ferme, etc., on lui rappellera quand même, alors il sera pas allé lui-même comme l'avait fait Nicolas Sarkozy à plusieurs reprises dans divers endroits, mais le résultat sera le même. La question, c'est que quand il y a un site qui ferme, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas normal qu'il y ait parfois des sites qui ferment? Et le problème, est-ce que c'est pas plutôt qu'il n'y en ait pas qui ouvrent? Et c'est ça la grande question sur l'industrie. C'est pas tellement les usines qui ferment, c'est pourquoi il n'y en a pas d'autres qui ouvrent, parce que finalement, qu'il y en ait qui ferment, c'est la vie, c'est normal. Jean-Louis, sur le fond du dossier, une mission d'expertise de 2 mois, qu'est-ce qu'on veut savoir précisément sur ce site de Florange? Si ça peut marcher, si ça peut être rentable, si ça peut remettre à produire,
Et je vois pas très bien ce qui va sortir. C'est vrai que là, on a l'impression qu'on gagne du temps. Alors, c'est utile. On dit à ArcelorMittal, à M. Mittal essentiellement, vous ne faites aucune annonce, et sans doute c'est ce qu'il fera, d'ici au 31 juillet, et on va voir le marché. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on produit 20% à peu près d'acier en moins qu'avant la crise. Donc la situation est catastrophique dans la mesure où, qu'est-ce que c'est que l'acier? C'est l'automobile et le bâtiment. L'automobile va très mal, le bâtiment va très mal. Les hauts fourneaux sont arrêtés. Plus ils sont arrêtés, plus ça va coûter cher pour les remettre en marche. Et Mittal nous dit à chaque fois, je retarde de 3 mois, puis je vais voir la situation en 3 mois. Et 3 mois plus tard, la situation, elle ne s'est pas améliorée. Alors c'est vrai que le gouvernement a l'air partagé entre la tendance Jospin, l'État ne peut pas tout, la tendance Sarkozy, l'État peut tout, et là, visiblement, il est simplement... La seule chose originale qu'on a annoncée aujourd'hui, c'est de Montebourg. Il va essayer de trouver une solution commune, parce que ArcelorMittal est implanté non seulement en France, mais aussi en Belgique, également au Luxembourg, et également en Allemagne. Trouver entre les différents pays où est implanté ArcelorMittal une espèce de stratégie commune. Mais qu'est-ce qui va sortir de ça? On ne sait pas trop. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi un rapport choc de Bercy, Étienne Gernel. C'est un rapport commandé par l'ancien Premier ministre et qui va atterrir directement sur le bureau du nouveau chef du gouvernement. Alors dans ce document, il y a 122 pages et l'Inspection générale des finances, elle chiffre à 5 milliards par an les économies à réaliser par l'État. Pour l'État, parce qu'après il y a tout le reste, voilà. il y a un rapport qui va venir sur la sécurité sociale qui est quand même le gros morceau. Vous avez entendu ce soir, tout à l'heure, Pierre Moscovici qui se veut rassurant, il dit on va y arriver à l'équilibre mais sans mesure d'austérité. Et oui, mais c'est le grand numéro d'acrobatie. Alors il faut reconnaître qu'ils ont un talent extraordinaire, et Pierre Moscovici en premier, qui ne veulent pas avant les législatives, surtout ne rien dire, ne pas annoncer de mesures désagréables, etc. Donc on dit on va y arriver, puis on comprend toujours pas pourquoi, c'était déjà le cas pendant la campagne. C'est bien qu'il s'y engage d'un autre côté, et puis de toute façon, il faut lui faire crédit de ça. Pierre Moscovici est quelqu'un de très intelligent, de très conscient, de très compétent. Donc il sait très bien quelle est l'ampleur du problème, il ne veut pas le dire, et il s'arrange pour ne pas le dire. Et puis voilà, bravo. Et après les législatives, alors il y a ce fameux rapport de la Cour des comptes. C'est un tour de vis budgétaire après il sera d'autant plus fort que quand on commence déjà à dépenser de l'argent avant les législatives là, pour commencer directement, il faudra couper d'autant plus si on veut arriver aux 3%. Donc soit ils y arrivent, soit ils n'y arrivent pas. Mais il va y avoir vraiment une découverte, un réveil au mois de juillet, parce qu'il joue jusqu'au mois d'octobre où on va commencer à élaborer le budget. Là, ça va être la vraie question, parce qu'il faut aller le chercher, l'argent, et ça va pas être facile. Alors je pense que à quoi il faut s'attendre, c'est une batterie de hausse d'impôts. C'est ça qui va. C'est-à-dire quand Moscovici nous dit je vais y arriver sans faire d'austérité, personne ne sait très bien, d'ailleurs, on n'a pas encore défini ce que veut dire le mot austérité. Enfin, ça veut dire sans faire ce que dit l'inspection générale des finances, en gros, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une autre. Alors les hausses Bruxelles, ce que dit la Commission européenne, ce que dit la Banque centrale européenne, ce que tout le monde dit. D'accord, mais ce que je veux dire, l'IFG a simplement chiffré. L'IFG a simplement chiffré 5 milliards par an pour l'État, comme vous venez de le signaler. Donc l'ISF, les 75%, l'augmentation de l'impôt sur les entreprises, tout ça, ça va sortir et ça sera la première mesure. Une fois qu'on aura fait ça, parce que d'ailleurs c'est dans le programme d'Hollande, il ne triche pas, hein, c'était dans son programme de 19 milliards de hausse d'impôts pour réduire le déficit, 15 milliards pour financer les mesures nouvelles. Donc tout ça, ça va venir. Dès la fin juillet, on va voir ça. Alors messieurs, plus légèrement, mais c'est aussi très sérieux, je voulais vous faire réagir sur le portrait officiel du président de la République. On va découvrir cette photo réalisée par ce portrait, par le photographe Raymond Depardon avec François Hollande dans les jardins de l'Élysée, droit comme un i. Voilà. Quelle a été votre première impression, Étienne Gernel, quand vous l'avez vu? Rassuré, parce qu'avec Depardon, on pouvait craindre une photo sur un parking, sur une aire d'autoroute, etc. Et finalement, non, ça va. Un peu dynamique, un peu moderne, pas mal. Pas mal, mais comme toujours. Il voulait une photo hyper simple et pas statique. Oui, il y a une sorte de mouvement, on a l'impression qu'il est en train de marcher. C'est pas mal, mais comme toujours, les bonnes opérations de communication, après, il faut que la politique marche, sinon ça lui sera reproché. Jean-Louis, ça fait un peu solitude quand même. Vous vouliez d'autres personnes avec lui? Non, mais je veux dire, dans les autres photos, il est dans un bureau. Oui. Là, il n'y a personne autour. On va les voir parce que ce portrait de François Hollande, il est plus proche de celui de Jacques Chirac, dont le portrait avait également été tiré dans les jardins. Vous le voyez au centre du palais, contrairement à Nicolas Sarkozy et François Mitterrand. Voilà, c'est plus proche de son voisin corrézien, c'est cela, Étienne Gernel? Plus proche de son voisin corrézien, plus simple, un champ plus large aussi.
Mais non, il est pas mal ce portrait. Pas mal, bon, voilà, alors c'est la vue de tout le monde. Je voulais qu'on termine aussi ensemble, avant de parler d'une autre grande mesure sur les loyers, parler de la campagne des législatives. Est-ce qu'après la présidentielle, Étienne Giornel, il y a eu un coup de mou, un désintérêt, un décrochage du public? Tout le monde s'en fiche. Si vous traînez ne serait-ce qu'une demi-heure dans un bistrot en face du Sénat. Vous l'avez fait avant de venir sur le plateau? Non, parce que je suis arrivé juste à la limite, que j'étais presque en retard. Mais personne ne parle de ça. Tout le monde parle de l'euro, de Roland Garros, de tas de choses. Personne ne parle. Les gens en ont assez, parce qu'après la présidentielle, il y a eu un choix, voilà, quelque chose qui s'est fait. Finalement, on a l'impression qu'il est à peu près acquis, que François Hollande aura une majorité. Vous avez vu les premiers résultats des Français d'étrangers donnent une avance à la gauche. Oui, voilà. Alors la droite mobilise peu. Il faut dire que la guerre des chefs agace un petit peu. Et finalement, c'est pas ça l'enjeu. Et puis tout le monde attend ce qui va se passer après, parce que, comme on le disait tout à l'heure, aucune des décisions fondamentales ne va arriver avant les législatives et avant ce fameux rapport de la Cour des comptes qui arrive fort à propos après l'élection législative. Et donc là, on est une espèce d'entre-deux, de passage mou, de ventre mou de la campagne. Et je suis sûr, si on va voir dans la rue qui sait que c'est la semaine prochaine, le premier tour, et ben c'est pas évident. Ceux qui ne le savent pas, on leur prévient que c'est la semaine prochaine, évidemment. Jean-Louis? Simplement pour dire que la fameuse abstention que l'on redoutait pour la présidentielle, on l'aura sans doute pour ces législatives. Alors nous verrons tout cela ensemble. À la suite du 22h, restez avec nous, messieurs. Nous allons accueillir dans un instant un nouvel invité et évoquer cette décision à venir du gouvernement qui veut placer les loyers sous contrôle pour éviter leur trop forte hausse lors du changement de locataire. Cécile Duflot, la ministre du Logement, annonce un décret imminent. Progrès pour les uns, fausse bonne idée pour les autres. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. Des loyers qui augmentent de 10, 20 ou même 30% lors de changements de locataire, ce ne sera désormais plus possible. La ministre du Logement Cécile Duflot annonce un décret dès cet été pour geler les prix des loyers à la relocation. Concrètement, les logements seront reloués au même prix et ne pourront augmenter qu'en fonction de l'inflation. Pour l'ancien Premier ministre François Fillon, cette mesure est inadaptée car elle freinerait les investissements immobiliers. Un avis partagé à droite. Il faut faire extrêmement attention à ce que l'on fait en matière de logement, parce que toute mesure à caractère trop général serait certainement ressentie par les propriétaires comme une nouvelle contrainte supplémentaire et ça pourrait bloquer le marché. Une première mesure qui donnera immédiatement du pouvoir d'achat selon Martine Aubry. À Paris, où les loyers ont augmenté de 50% en 10 ans, la mairie se félicite de cette annonce. La situation actuelle des locataires à Paris est intenable. Il est urgent, il est important de donner un signe fort au marché de la location. Tout n'est pas possible sur le territoire parisien. Il faut encadrer les loyers. Une mesure que Cécile Duflot qualifie elle-même d'urgente et de temporaire en attendant la grande loi sur le logement en 2013, après concertation avec tous les acteurs du marché immobilier. Et pour parler de ce sujet, Étienne Giornel et Jean-Louis Gombault sont encore avec nous, bien sûr, et nous a rejoint Michel Fréchet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président national de la Confédération Générale de Logement. D'abord, quelle est votre réaction sur ce décret à venir? Est-ce que c'est un progrès selon vous? On va dire que c'est un petit progrès. C'est mieux que ce que nous avions avant, mais il y a encore beaucoup d'autres progrès à faire. Donc on a envie de dire au ministre, écoutez Madame le ministre, c'est un premier résultat, continuez le combat. Quel progrès vous attendiez? Quel autre pas vous attendiez? Ce qu'on attend, c'est un blocage des loyers. Parce que dans notre pays, aujourd'hui, le niveau des loyers a atteint un seuil tel que pour de nombreux locataires, il est absolument insupportable. Donc il faut faire quelque chose, il faut réinjecter du pouvoir d'achat dans la population et dans un premier temps bloquer les loyers et puis dans un deuxième temps baisser ceux qui sont scandaleusement élevés. C'est une voie vers laquelle il faut se diriger. Michel Fréchet, que pensez-vous des propos de ceux qui dénoncent, qui pointent le risque du ralentissement, voire de l'arrêt de l'investissement locatif? Écoutez, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on entend le même discours. Il y a une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, le niveau des loyers en France était nettement moins élevé qu'il ne l'est aujourd'hui. Pour autant, il y avait autant d'investisseurs qu'aujourd'hui. Donc, si nous en revenons à des niveaux de loyer raisonnables, il n'y a pas de raison qu'il y ait moins d'investisseurs qu'avant.
Jean-Luc Combeau, vers quoi on s'achemine avec ce décret en attendant ce que vous attendez, Michel Fréchet, la loi? Là, on tâte le terrain, je pense, de la part du gouvernement, parce qu'il bloque les loyers à la relocation. Il faut savoir qu'il y a deux choses. L'augmentation des loyers, en gros, c'est 2,5% par an. En gros, c'est les prix. Et puis, le loyer de la relocation, et là, depuis 5-6 ans, ça augmente de plus de 8% par an. Et c'est là le véritable problème. C'est-à-dire que les gens hésitent notamment à déménager et le loyer devient effectivement insupportable. Je signale que ce n'est pas simplement un problème social, c'est un problème économique. C'est-à-dire que quand les gens dépensent jusqu'à 40% de ce qu'ils gagnent pour se loger, ça pèse sur le coût du travail. Et quand on parle, par exemple, de la compétitivité du coût du travail français, le poids du loyer, la ponction, je dirais la ponction sur la rente foncière qui est prise sur le salaire est un facteur de augmentation du coût du travail. Et c'est intéressant de voir ce qui se passe en Allemagne, puisque en Allemagne, lorsque le loyer est supérieur à 20%, votre loyer est supérieur à 20% de la moyenne environnante, oui, vous avez les moyens via la justice. Miroirs, je crois, oui. Voilà, exactement. Vous avez les moyens via la justice de faire baisser votre loyer. Et ça joue aussi un rôle sur le coût du travail allemand comparé au coût du travail français. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a très très peu de gens qui font ça en Allemagne. Oui, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Allemagne, il y a une offre pléthorique. Donc il y a énormément de construction de logements supérieure à la demande, et c'est ça quand même qui fait que les loyers sont bas. Alors c'est que le prix de l'immobilier à l'achat est bas parce que, pardonnez-moi, mais sur votre raisonnement, tout à l'heure vous disiez, mais finalement il y a quelques années, les prix des loyers étaient moins élevés, et il y avait déjà des investisseurs. Oui, mais le prix de l'investissement n'était pas le même. Et évidemment, il y a une proportion entre les deux. Aujourd'hui, quand vous achetez un logement, il vous coûte beaucoup plus cher qu'il y a quelques années. Et logiquement, l'investisseur, ce que je ne suis pas d'ailleurs à titre personnel, il se dit, puisque je paye plus cher, il faudra peut-être que je gagne plus d'argent. Je dis juste ça comme ça. C'est normal qu'il y ait une proportion entre les deux. Mais vous avez tout à fait raison. Il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, le niveau de l'investissement immobilier, le niveau des terrains, le niveau des coûts était moins élevé. Et c'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne le logement, la politique du logement, il faut une approche d'ensemble. Il faut une approche en direction des loyers, il faut une approche en direction des prix de l'immobilier. Elle existe, cette politique d'ensemble? Vous la voyez se dessiner là ou pas? Pour l'instant, j'attends, je regarde. On a une première mesure. On nous annonce une grande loi. Ce sont toujours des grandes lois d'ailleurs, habituellement. On nous annonce une grande loi pour 2013. Nous verrons. Mais on ne peut pas, c'est évident, se contenter d'une politique du logement uniquement en direction des loyers. C'est évident. Alors, c'est une promesse du journal de campagne de François Hollande. Il y a eu avant l'annonce du coup de pouce au SMIC, les salaires dans les entreprises publiques, etc. Des promesses et des actions qui sont consensuelles auprès du grand public. On imagine que cette action, ce décret à venir, est partagé par l'opinion publique également. C'est toujours sympathique, ça fait toujours bien dans un programme. Après, il faut toujours se méfier des effets pervers parce que quand on est ces mesures qui sont généreuses et qui partent d'un bon sentiment, il faut toujours se méfier des effets derrière. Alors évidemment, on parle des dessous de table. Si on encadre trop les loyers, au bout d'un moment, il y a des propriétaires qui vont peut-être tenter d'essayer de demander des choses en dessous. Les mesures de protection se retournent souvent contre ceux qu'on a voulu protéger. Je crois que de toute façon, la question du logement, quand on regarde le truc de fond, la question de fond, c'est une question d'offre. C'est aussi simple que ça. Après, on peut essayer de contourner, d'apaiser, etc. Ça peut être sympathique ou pas, utile ou pas utile. C'est une question d'offre. Et le problème, c'est qu'on ne construit pas ces logements en France. C'est juste ça le problème. C'est pour ça que le gouvernement présente bien ça comme une solution d'attente. Et je pense qu'il fallait prendre cette mesure. Ça n'apporte pas sur le blocage des loyers, sur le blocage de la relocation. C'est quand même une partie quand même assez extrêmement limitée. C'est très limité sur la régulation globale du. Il ne faut quand même pas exagérer. Et c'est vrai que structurellement, c'est la libération du foncier, la création de logements qui va permettre de résoudre le problème. Là, ils sont en position d'attente. Voilà. Mais pendant cette attente, Michel Fréchet, je crois savoir, et il y aura, c'est la méthode du gouvernement Ayrault-Hollande, il y aura des consultations, des tables rondes, des négociations. Vous allez y participer. Qu'est-ce que vous allez apporter dans votre besace? Qu'est-ce que vous demandez précisément? Un ensemble de choses. D'abord, on demande que le gouvernement fasse en sorte qu'il y ait beaucoup plus de logements qui sortent de terre dans les années qui viennent. Alors, les chiffres sont différents selon les spécialistes. On peut dire qu'en gros, le nombre de logements manquants en France va, selon les uns, de 800 000 à 1,2 million, d'après ce que j'entends. On va dire que ça tourne autour de 900 000 environ. Et donc, il faut une politique très volontariste de construction massive de logements dans ce pays. Alors ça veut dire qu'il faudrait y mettre des moyens, notamment des moyens financiers, mais je pense que s'il y a la volonté politique, nous pouvons en quelques années rattraper notre retard. Et à partir de là,
et là je rejoins mon voisin, quand il y aura suffisamment de logements, naturellement, les prix s'ajusteront et probablement à la baisse, à l'image de ce qui se passe en Allemagne. Mais en attendant, comme nous sommes dans une période de pénurie, et comme dans toutes les périodes de pénurie, à certaines époques en France, il y avait des tickets de rationnement, et bien là, notre ticket de rationnement pour nous, c'est le blocage des loyers. Merci beaucoup, messieurs. Merci Michel Fréchet pour votre analyse. Merci Étienne Vernel et Jean-Louis Gombault pour votre analyse également. La dernière page du 22h à présent avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. C'est le tour de l'info de Cécile Sixou avec dorénavant une sélection, vous allez le voir, une sélection forcément subjective du dessin politique du jour. On regarde cela ensemble. Fin de traque pour Interpol. Le dépeceur canadien en cavale depuis plusieurs jours a été arrêté cet après-midi à Berlin. Il est accusé d'avoir tué et dépecé un étudiant chinois à Montréal. On croyait pourtant Luca Rocco Magnotta encore en France où il avait été repéré dans plusieurs quartiers parisiens. Mais cet après-midi, le propriétaire d'un cybercafé de la capitale allemande l'a reconnu et a appelé la police qui est venue l'arrêter sur place. Je ne suis pas responsable. Voilà ce que Jérôme Kerviel est venu réaffirmer devant la Cour de cassation à l'ouverture de son procès en appel. En première instance, il a été condamné à 3 ans de prison ferme, ainsi qu'à rembourser la perte record de près de 5 milliards d'euros de la Société Générale. L'ancien trader nie sa responsabilité tout en admettant avoir joué gros. J'ai la conviction qu'à l'issue de ces débats, je vous prie de m'excuser, la décision qui sera prise sera une décision de relax, donc il n'y a aucun mystère là-dessus. Nous allons plaider pour obtenir la relax de M. Jérôme Kerviel. Pour les avocats de la Société Générale, Jérôme Kerviel peine à convaincre. Selon eux, l'ancien trader n'apporte pas de nouvel argument. Les réactions sont vives après l'agression de 3 jeunes juifs samedi soir à Villeurbanne. Un acte très grave d'une violence insupportable pour Jean-Marc Ayrault. Le Premier ministre a par ailleurs assuré son soutien aux victimes. Une odieuse agression antisémite selon Jean-François Copé, le secrétaire général de l'UMP. Samedi dernier, 3 jeunes portant une kippa étaient devant cette école quand ils ont été frappés à coups de marteau et de barres de fer par une dizaine d'individus. Un Paris-Marseille pour seulement 25 €. La SNCF copie son concurrent aérien et se met au low cost. Les premières lignes allégées de son programme appelé Aspartam verront le jour dès 2013. 3 destinations seront desservies. Au départ de Marne-la-Vallée, Marseille, Lyon et Montpellier à prix unique. Objectif, anticiper l'arrivée de la concurrence prévue en 2017. Et le régime SNCF ressemble à la diète EasyJet ou Ryanair. À bord, plus de première classe ni de restauration et pas plus d'un bagage par personne. Le dessin du jour sort de l'œil de Willem. Dans ses lunettes, la guerre des chefs pour la succession à l'UMP. Jean-François Copé et François Fillon tremblent en voyant sortir de terre le Juppé, visiblement bien plus imposant qu'eux. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Votre soirée se poursuit avec un documentaire intitulé « En remontant les vieilles routes ». C'est à suivre tout de suite. Belle et douce soirée à vous et à demain avec plaisir. Oma. Nous avons, nous qui servons l'État, la nation, la République, chacun à notre poste, ministre, fonctionnaire, responsable d'associations d'anciens combattants, nous avons un devoir de réconciliation à transmettre à la suite du président de la République. D'abord, réconciliation entre Français.
C'est ce que nous a dit Nicolas Sarkozy hier, en souhaitant que ceux qui avaient fléchi, comment peut-on ne pas le leur pardonner, ceux qui avaient fléchi devant la douleur, devant la peur, devant l'extraordinaire pression qui était faite sur eux, eh bien, qu'on puisse leur pardonner à tous ceux-là et qu'ils réintègrent la communauté nationale au moins dans nos mémoires. Merci. Pardonner à des gens qui ont fait la femme. Un petit garçon qui avait 8 ans. Mon frère, qui avait 3 ans plus que moi. Mon père qui est mort de chagrin, ancien combattant de la guerre 14-18, et qui avait lu les lois antisémites. On est mort de chagrin. Et alors? Et ma mère aussi, qui avait 60 ans. Peu de souffrance. Il était arrêté le jour du départ des Allemands de Paris. Très bien. Nous avons une autre personne. Et ça, c'est qui? C'est de qui dont il est question? De mon frère? Oui. Ah oui. Et ils ont mis des CD à Auschwitz. Donc ils ont su que c'était Auschwitz. Moi, j'étais plus là. J'ai pas su grand-chose. Mort pour la France, il est marqué, transcrit en février 1947. Vous vous expliquez pourquoi c'est marqué mort pour la France? Ben, tous les gens qui sont morts à Auschwitz, on a mis mort pour la France. Même mon petit garçon qui avait 8 ans, on a mis mort pour la France. Depuis 65 ans, Jacques, vous portez cet étrange habit de survivant, dont vous détaillez pour moi, depuis 2 ans, les petits plis, qui sont autant de rides sur votre long crâne de centenaire. Attendez. Ah ben vous avez allumé? Oui. Vraiment. Mais alors, on peut remuer pour que ça n'attache pas. Deux fois par semaine, nous remontons le temps d'une soupe dans votre mémoire, restée figée en 1945, à votre retour de la guerre. Je suis votre dernière amie, par-dessus les âges. Et pour tous les deux, c'est un cadeau que nous n'avons pas manqué. Mon grand-père m'appelait Schlemihl. Alors, je lui ai demandé, je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire Schlemihl? Alors, elle me dit, ça veut dire maladroit. Alors, quand je courais, quand je faisais des bêtises, comme vous faites maintenant, s'il était là, il m'aurait traité de Schlemihl. Et donc l'allemand, vous l'avez appris comment?